Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. En début d'émission, nous nous intéressons au marché de la céramique. Alors que Christie's met en vente le 3 décembre prochain, dans le cadre de sa vente design, une collection de céramique de Jacques et Dany Ruelland de 250 pièces. Et puis ce sera l'interview du week-end. Caroline Boudéenne, experte en marché de l'art contemporain et auteur et art advisor, sera notre invitée. Elle revient de Shanghai où elle a assisté à la Shanghai Art Week. Elle va nous faire un retour terrain de son expérience au sein des foires. Merci à toutes et tous qui nous rejoignent. Tout de suite, c'est Art et Marché, édition Week-end. Christie's met à l'honneur des pièces du couple de céramistes Jacques et Dany Ruelland lors d'une vente design qui aura lieu le 3 décembre prochain. Nous sommes allés à la rencontre du directeur du département design, Flavien Gaillard, pour nous parler de ce marché de la céramique. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir la collection Shaping Colors autour des céramistes Jacques et Dany Ruelland, une collection constituée par Christina Cordula et son mari Frédéric Cassin au fil des années, qui retrace le parcours de ce couple de céramistes mythiques des années 50 aux années 90. Ce qui est assez intéressant dans les Ruelland, c'est que vous avez tout un répertoire de formes assez fantastique et de couleurs. Et je pense que quand chaque collectionneur tombe amoureux du travail de ce couple, a envie de créer ses propres familles, ses propres groupes de bouteilles pour créer des ensembles dynamiques qui peuvent être modulés. Jacques et Dany Ruelland, donc c'est un couple qui se rencontre et qui au final va trouver un support et une matière où ils vont pouvoir travailler à quatre mains. Dany, elle est sur la forme et le côté sculpteur, on va dire, et alors que Jacques, il est sur le travail de l'émail, et la céramique permet ce travail à quatre mains, où il y en a un qui va créer ces formes, des formes relativement pures, qui sont légèrement retravaillées avec des cols qui sont légèrement décentrés, qui montrent une fragilité et un vrai souci esthétique de la forme pure. Et après un travail d'émail avec une recherche d'oxyde qui est très particulier et qui va créer des séries assez uniques que vous pouvez voir avec des couleurs mouchetées ou des couleurs très très acides dans les années 50-60. Et après une recherche esthétique dans les années 70-80 qui va aller vers les purs, vers des beiges, vers des noirs et un côté minimal, on va dire peut-être plus japonisant dans l'esprit qui va aussi séduire. Il y a un vrai intérêt autour de la céramique des années 50 à 70. Vous le savez, donc Picasso arrive à Vallauris en 48, c'est un peu le renouveau de toute cette ville de potiers. Les Ruelland, il y a un vrai marché qui est en pleine progression depuis 20 ans. Il y a des galeristes très importants comme la galerie Thomas Fritsch à Paris qui ont vraiment fait la reconnaissance de ce marché. Je pense que des bouteilles ou des vases comme ça, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'était des vases qui valaient 500-600 €, on va dire. Aujourd'hui, on est sur plusieurs milliers d'euros avec des batailles acharnées pour des couleurs et des raretés. Il y a une vraie portée à l'international avec des clients en Asie, aux États-Unis qui recherchent ces pièces-là et qui recherchent voilà, cette pureté de la forme et de la couleur qui est un bon résumé de leur travail. Dans les pièces vraiment très rares, vous avez ces trois bouteilles qui sont dites les Demoiselles d'Avignon. La spécificité de ces pièces-là, ce sont des pièces qui sont faites à la fin de la vie des Ruelland. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'au revers, elles sont datées 1991. C'est la date du dernier four. Les Ruelland, ils ne dataient jamais les pièces. Mais là, c'est le dernier four et c'est les dernières pièces qui ont été faites puisque Jacques est très malade et donc ils vont arrêter le four et ça fait partie des dernières pièces qui ont été faites. Donc je trouve que c'est un très très beau symbole pour des collectionneurs d'avoir des pièces aussi historiques. C'était notre reportage chez Christie's. Tout de suite, l'interview du week-end. De nombreux marchands et maisons de vente aux enchères s'inquiètent des ventes qu'ils réalisent en Chine et plus généralement en Asie, ventes qui seraient moins bonnes, des montants réalisés moins élevés. Là, la Shanghai Art Week a eu lieu il y a quelques jours et plusieurs foires d'art contemporain ont été organisées cette semaine. Et Caroline Boudéenne est avec nous, elle est experte en marché de l'art contemporain, auteure, art advisor et auteure du boom de l'art contemporain en Chine aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, Sybille. Alors, vous revenez justement de plusieurs jours passés à Shanghai. Vous allez pouvoir nous faire un retour terrain du marché de l'art en Chine. Est-ce que déjà, vous avez vécu 6 ans, vous êtes reparti, vous êtes revenu là quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient vos premières impressions quand vous avez été confronté aux galeries, à tout ce monde de l'art contemporain que vous avez retrouvé après plusieurs mois, plusieurs années? Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai vécu à Shanghai entre 2015 et 2022. Enfin, fin 2021 pour être exact. Et voilà, ça faisait 3 ans que je n'étais pas retournée là-bas. Et voilà. Et en fait, la première, je pense, impression a été de retrouver finalement une énergie qui est propre à la ville, d'ailleurs. Et alors, c'était une semaine spéciale, évidemment. C'était la semaine de l'art contemporain. Et c'était aussi, je pense, une année très spéciale puisque la Chine, comme un peu partout dans le monde, le contexte économique est quand même très difficile. Mais la Chine particulièrement, puisque 2023, c'était l'année où la Chine s'est vraiment réouverte après de gros confinements en 2022. Donc finalement, l'édition 2024 était quelque peu attendue pour cette foire, puisque donc 2023 très peu fréquentée, et puis 2022, si je ne dis pas de bêtises, la foire a dû durer quelques heures seulement, et avait dû fermer pour cause de Covid. Voilà. Donc là, vous êtes retourné donc à Westbund Art et Design et Art 021. Exactement. Quelle était l'ambiance générale dans ces foires? Alors, beaucoup de monde, déjà pour commencer. Moi, j'étais plutôt surprise. Les galeristes aussi. Je crois que l'avis partagé, ça a été vraiment cette espèce d'effet pas si mal, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes commerciales, mais non plus... Et aussi pour la fréquentation du public, autant professionnel qu'amateur. Donc, je pense que tout le monde a été assez agréablement surpris, du moins côté intérêt et présence. Côté vente, évidemment, ça a été un petit peu... c'était plutôt tranquille, assez ralenti. Voilà, les ventes n'ont pas été spectaculaires, mais c'est évidemment dans le ton du temps en règle générale. Ouais. Mais quand même des ventes où, je veux dire, c'est peut-être des ventes qui n'étaient pas spectaculaires, mais quand même des échanges ou vraiment un résultat quand même morose. Alors, je dirais pas morose. Il y a eu pas mal de ventes, mais des ventes à prix plutôt raisonnables. Sur la Art 021, les prix en règle générale, les transactions se sont situées sous la barre des 50 000 dollars en règle générale. Et sur Westbund, un petit peu plus élevé, 100 000, je dirais, dollars. Et voilà, donc pas mal de petites ventes, je dirais. Et puis surtout, une scène plutôt active, artistiquement parlant. D'accord. Voilà, je pense que... Oui, en termes de découverte ou de tendance, est-ce que vous avez été surprise de l'art que vous avez retrouvé après 3 ans d'absence? Oui, exactement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les foires. Alors, Westbund, qui est en général plutôt apprécié pour ses stands très curatés, très international, là, faisait un peu figure pâle, je dirais. Et Art 21, Art 021, qui est donc dans le centre de la ville, est-elle considérée comme beaucoup plus éclectique, donc, et aussi en termes de galeries et aussi en termes de prix. Et je dirais que là, j'ai fait aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de trouvailles. Donc, c'était plutôt agréable. Et voilà, je pense que... je dirais qu'il y avait une sorte d'enthousiasme aussi qui était très présent et des artistes assez étonnants aussi. Alors, beaucoup plus du côté chinois, puisqu'il y avait très peu de fréquentation internationale, c'est vrai. D'accord. Mais la scène chinoise, artistique et aussi de l'autre côté, c'est-à-dire collectionneur, était, elle, bien présente. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que... qu'est-ce qu'on remarque peut-être comme évolution en termes de collectionneurs? Ce sont des collectionneurs qui sont peut-être plus de collectionneurs locaux, je dirais des collectionneurs chinois qui vont soutenir l'art chinois, l'art local contemporain? Oui, absolument. Alors, évidemment, des collectionneurs de Shanghai, de Pékin, mais aussi d'autres villes qui sont en train de prendre de l'importance. Donc, Hangzhou, qui est juste à côté de Shanghai, par exemple, Ningbo, Nanjing, Canton, Chengdu. Voilà, toutes ces villes qu'on appelle les second-tier cities sont désormais d'importance pour ces nouveaux groupes de collectionneurs qui se sont
déplacés cette année et étaient très présents et très remarqués sur les foires. Oui. Et en termes de profil de collectionneur, parce que donc là, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de ces marchands qui étaient plutôt inquiets, en tout cas des ventes qui étaient moins bonnes, etc. Est-ce que il y a une évolution de la demande du profil du collectionneur qui ne serait pas exactement en adéquation avec ce que proposent les marchands européens, peut-être? Alors oui, les collectionneurs, je dirais les collectionneurs locaux sont désormais aussi un peu plus aguerris dans leurs acquisitions, dans leurs choix, dans leurs goûts. Donc il y a un fort intérêt toujours pour la scène internationale, pour les artistes internationaux, mais de plus en plus pour les artistes chinois. Mmh. Ce sont aussi les transactions sont du coup aussi plus réfléchies, donc c'est aussi une tendance de marché, mais également, ça démontre aussi une sorte de prise de temps, de réflexion, on ne se précipite plus pour acheter l'artiste connu mais on prend le temps de le choisir, d'en savoir plus sur l'artiste aussi. Il y a une forte curiosité, et puis oui, je pense que la nouveauté, c'est surtout s'intéresser beaucoup plus au marché de l'art contemporain et voire ultra contemporain chinois. D'accord, oui, parce que et puis plus de réflexion, ce qui peut-être surprend avant, savoir les marchands européens qui pouvaient peut-être s'attendre à plus de spontanéité. Maintenant, il y a peut-être un peu plus de recul, de réflexion autour de l'achat en fait d'œuvres d'art. Absolument, oui, c'est exactement ça. Et en termes, donc, on reste sur des œuvres qui sont très marquées, qui sont peut-être aussi plus politiques, parce que c'est vrai que l'art contemporain, c'est des œuvres qui sont très marquées dans le temps, qui peuvent parler des sujets qu'on pourrait penser tabous au sein de la Chine. Là, c'est des œuvres d'art qui peuvent plaire tout de même à un public de collectionneurs chinois. Oui. Oui, je le pense. Moi, j'ai fait beaucoup de découvertes dans ce sens-là. Donc, je trouve que les artistes ultra-contemporains chinois sont vraiment ancrés dans leur époque et dans leur monde. D'une part, les thèmes qu'on retrouve beaucoup sont liés à la société. Donc, l'impact, par exemple, des réseaux sociaux sur les individus, la condition de la femme chinoise, par exemple. Et aussi, il y avait une tendance de fond qui avait surgi un petit peu avant le Covid et qui était l'intérêt des artistes contemporains justement à leurs racines, à leur savoir-faire traditionnel. Et ça, on le retrouve, cette tendance est complètement confirmée aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui s'immergent dans les minorités chinoises, qui se réintéressent à leurs racines, à leur culture et qui revisitent ces savoir-faire, ces traditions avec un prisme très contemporain, je dirais. Donc il y a plusieurs artistes comme ça qui ne sont qu'une partie de l'iceberg. Et donc par exemple, il y a ce duo d'artistes chez la Art Plus Shanghai Gallery, Tong Xindi et Shen Ting, qui eux ont inventé des machines pour peindre sur la porcelaine, par exemple. Il y a aussi Lin Fanglu, qui est aussi défendue par la Art Plus Shanghai Gallery, qui elle a été présentée au début d'année au MAD dans l'exposition Iris Van Herpen et qui elle s'est immergée auprès des minorités Bai chinoises. Et des exemples, il y en a énormément et dans toutes les, dans toutes les techniques qu'on peut retrouver. Et ça, c'est une vraie tendance de fond. Voilà. Super, merci beaucoup Caroline de nous avoir fait cette fresque, cette prise de pouls du marché à Shanghai. Je rappelle que vous êtes experte en marché de l'art contemporain, auteur, art advisor et auteur du boom de l'art contemporain en Chine aux éditions de l'Aube. Et quant à nous, merci de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.